Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La stratégie africaine de lutte contre Boko Haram portera ses fruits sous peu. Pour le président du Tchad, Idriss Déby Itno, en tout cas, la fin du groupe islamiste nigérian est proche. Lors d'un point de presse mardi, il a même déclaré que Boko Haram était décapité. La crise au sommet de l'exécutif s'accentue en Guinée-Bissau. Le doute planait, mais l'annonce est désormais officielle. Ce jeudi, le président José Mario Vaz a limogé son gouvernement en raison de plusieurs divergences avec son Premier ministre. Grève des médecins au Ghana. Ils réclament une revalorisation de leurs primes de fonction et un meilleur accès à la formation. Le président John Dramani Mahama a tenu à rassurer les grévistes en prenant en charge le dossier. Optimisme face à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le président tchadien Idriss Déby Itno a déclaré ce mardi que le groupe islamiste Boko Haram disparaîtra avant la fin 2015. Selon lui, les jours du groupe islamiste sont même comptés. On fait le point avec Ibrahim Ndiaye. La guerre contre Boko Haram touche-t-elle à sa fin? Pour le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, Boko Haram est décapité. Il pense que la guerre contre la secte islamiste pourrait prendre fin avant la fin de l'année. Le président tchadien a également évoqué pour la première fois un successeur d'Aboubacar Cheikhou, Mohamed Daoud, qui aurait remplacé le chef du groupe islamiste et qui souhaiterait négocier avec le gouvernement nigérian. Une perspective rejetée par le président tchadien qui dit refuser le dialogue avec un terroriste. Boko Haram est décapité. Il y a de petits groupes éparpillés dans l'est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun. Nous sommes en mesure de mettre définitivement hors d'état de nuire Boko Haram. S'appuyant sur le rebondissement de certains conflits, l'historien Hamzat Boukari recommande plutôt la prudence quant à la fin de Boko Haram. Pour moi, cette déclaration, elle est toujours un peu prématurée. On a eu de très nombreux exemples de chefs d'État qui ont annoncé que tel ou tel conflit était terminé, mais les conflits continuent à se dérouler sur le terrain. On voit par exemple le cas du Mali, très proche du Tchad. On pensait que c'était terminé. Des déclarations avaient été faites dans ce sens, mais on voit que les combats continuent. Dans le cas de Boko Haram, je crois que tant qu'on n'aura pas déterminé le centre de commandement et le centre d'approvisionnement de ce groupe, ce ne sera pas terminé parce qu'il peut renaître sous différentes formes. Quant à la déclaration d'Idriss Déby, c'est une déclaration de communication pour la fête de l'indépendance du Tchad, qui va aussi dans le sens de sa volonté d'être réélu en 2016. Donc je crois que c'est une déclaration malheureusement un peu trop prématurée et qui masque, je pense, la réalité du terrain aujourd'hui. La secte islamiste a multiplié les attentats suicides au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. De nombreuses victoires ont été remportées par la coalition régionale permettant de chasser les islamistes de la plupart de leurs fiefs au Nigeria. Des victoires qui pourraient se multiplier avec la mise en place prochaine de la force régionale mixte censée être opérationnelle d'ici quelques jours. Elle devrait permettre de mieux coordonner les actions des différents contingents engagés dans le conflit. La question du terrorisme s'invite également dans le débat tunisien. Les initiatives se multiplient à travers l'organisation de congrès pour trouver des réponses au fléau. C'était notamment le cas ce mercredi 12 août à Manouba, en banlieue de Tunis. Les précisions à Ibrahim Ndiaye. En Tunisie, des intellectuels se mobilisent en faveur de la lutte contre le terrorisme. Plusieurs initiatives sont prises à travers le pays, comme à la faculté de la Manouba, en banlieue de Tunis. À Sousse, le groupe des patriotes tunisiens, composé de plusieurs citoyens de divers horizons et de professions différentes, organise à partir de ce vendredi 14 août une séance dans cette ville. Objectif, étudier le terrorisme dans toutes ses facettes. Donc à partir du vendredi soir, un groupe de militants qui en plus ont une expertise dans leur domaine, un grand groupe se réunissent pour examiner les thèmes importants qui sont en train de secouer cette jeune démocratie, la Tunisie. Évidemment, le premier, c'est le terrorisme, parce que les réunions vont avoir lieu dans l'hôtel où a lieu l'attaque terroriste à Sousse. Les militaires de toutes les forces armées tunisiennes, la police, les gardes, la brigade antiterroriste seront là pour débattre des meilleures façons pour éradiquer le terrorisme. Samedi matin, alors toute la matinée est consacrée au
tourisme qui a beaucoup souffert de tout ce qui se passe. L'économie et la répartition des richesses seront également au centre des discussions, un angle qui permettra de voir comment la pauvreté peut conduire aux actes terroristes. L'après-midi, la vision économique et comment l'économie tunisienne devrait créer de la richesse pour permettre aux forces armées de pouvoir bien s'équiper d'une part et pour permettre aux zones défavorisées, et ça c'est l'aspect social de l'économique, aux zones défavorisées de jouir d'une partie de la richesse qui est créée dans le pays et dont ils étaient privés. Donc les 4 thèmes, lutte antiterroriste, défense du tourisme, économie et sociale seront traités par 4 demi-journées de travail sur ces thèmes-là. Bien là, on va sortir avec des programmes d'action qu'on va soumettre à ceux qui sont prêts à agir dans le cadre du gouvernement ou dans le cadre de la société civile. Pour ces intellectuels tunisiens, l'adoption de la loi antiterroriste et les nombreuses arrestations ne suffisent pas pour éradiquer le terrorisme. Ils souhaitent offrir un accès à la culture et des sources d'espoir aux jeunes qui pourraient être tentés par la radicalisation. Première session du nouveau Sénat burundais. Elle a été solennellement ouverte ce mercredi à Bujumbura, la capitale. À l'ordre du jour, l'adoption d'un projet de règlement intérieur et l'élection d'un bureau pour les 5 prochaines années. 4 anciens chefs d'État et sénateurs à vie, Jean-Baptiste Bagaza, Pierre Bouyoya, Domitien Ndayiziye et Sylvestre Tibantonganya n'y ont pas assisté. Rappelons que le Sénat est largement contrôlé par le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, CNDD-FDD, le parti présidentiel qui détient 33 des 43 sièges. Dissolution du gouvernement en Guinée-Bissau. La tension politique est montée d'un cran entre les 2 hommes forts du pays. Le président José Mario Vaz et son premier ministre Domingos Simoes Pereira entretiennent en effet des relations houleuses. Le point de la situation avec Lisa Elsi Akizeman. Dissolution du gouvernement en Guinée-Bissau. C'est par un décret publié dans la soirée de mercredi 12 août 2015 que le président José Mario Vaz a congédié son gouvernement d'inclusion formé par le Premier ministre Domingos Simoes Pereira. Le président m'a dit qu'il ne me fait plus confiance. De nombreuses tentatives ont été faites pour résoudre le différend, mais il a maintenu sa position de dissoudre le gouvernement. Des divergences à la tête de l'exécutif entre le Premier ministre et le président bissau-guinéen sont à l'origine de la dissolution du gouvernement. Issu d'une même famille politique, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, les 2 hommes forts du pays n'arrivaient plus à s'entendre. Des mésententes qui touchent également le président de l'Assemblée nationale. Un d'eux devrait partir. Mais donc, qui devrait partir en ce cas? C'est le Premier ministre, parce que c'est le plus faible. Parmi les 3, le président, il peut limoger le Premier ministre, il ne peut pas limoger le président de l'Assemblée, et le Premier ministre ne peut pas limoger le président. Donc, une personne qui peut aller, pour sauver même l'image de la République, l'institution, donc on va voir la suite. Et je pense que le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué une stratégie très intelligente. Il a commencé à les dégaster. Petit à petit, il donnait son temps. Il y avait le procureur aussi qui faisait son travail. Et les gens, ils n'ont pas su gérer aussi ce problème que les gens pouvaient gérer à travers un dialogue. Mais chacun a radicalisé dans son coin et ça a amené donc cette situation catastrophique, je pense. Mais ce n'est pas inquiétant. Cette situation, ce n'est pas inquiétant parce que Guinée-Bissau, ce n'est pas la première fois qu'il part un Premier ministre. En Guinée-Bissau, la Constitution permet au président de la République de dissoudre le gouvernement, de mettre en place une nouvelle équipe pour conduire la gestion du pays et d'organiser des élections législatives dans les 90 jours qui suivent. Le gouvernement de Domingos Simoes Pereira avait été formé en juillet 2014 après la victoire de José Mario Vaz lors de la présidentielle de mai 2014. Justice guinéenne, le député de l'opposition Ousmane Gawal Diallo, écroué lundi pour coups et blessures volontaires, injures publiques et menaces, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement assorti de sursis ce jeudi. Dans les plaidoiries, la défense du député avait plaidé pour la relaxe pure et simple de leurs clients, estimant que la procédure a été violée sur toute la ligne. Le procureur avait requis de son côté la condamnation du député à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende d'1 million de francs guinéens.
Au Ghana, le secteur de la santé est paralysé par le mouvement de grève des médecins dans les établissements publics. Les militants de l'Association médicale du Ghana menacent de démissionner en masse si les négociations entamées avec le gouvernement ne débouchaient pas sur un résultat satisfaisant. Les précisions d'Ibrahima Adjoumaba. Le secteur de la santé publique est secoué par une grève de médecins au Ghana. Au total, 2000 médecins sont en mouvement d'humeur et n'assurent que les services d'urgence. Les militants de l'Association médicale du Ghana ont menacé de démissionner en masse si les négociations avec le gouvernement n'étaient pas concluantes. Cela semble un peu absurde parce que la législation du travail dans ce pays donne mandat aux professionnels du corps médical, en l'occurrence nous les médecins. Des dispositions devraient être mises en place. Nous avons fait ce qui est possible pour assurer que cela soit fait. Mais rien de ce que nous avons demandé n'a été accordé. La grève a débuté le 7 août 2015. Elle tourne autour de l'amélioration des allocations et d'autres avantages non salariaux. Malgré la radicalisation du mouvement des médecins, l'État estime que le contexte économique ne permet pas une révalorisation salariale. Le chef de l'État s'est saisi du dossier. Any agreements that are reached in respect of allowances or conditions of services would have to be approved. Les accords conclus au titre des allocations ou des conditions de service devraient être pris en compte dans le budget et je tiens à dire que je n'autoriserai aucune hausse des salaires et les compensations ne sont pas prévues dans le budget. Nous devons respecter la discipline budgétaire. Fiscal discipline requires that not a single pesewa is spent on remuneration outside what has been budgeted for. L'État ghanéen tire l'essentiel de ses recettes de l'exportation des matières premières comme le cacao, le pétrole et l'or. Il est sous assistance du Fonds monétaire international pour stabiliser son économie, touchée par un ralentissement de la croissance, l'élargissement de la dette et un déficit budgétaire élevé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.